La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo préoccupe non seulement le gouvernement congolais, mais aussi les organisations régionales africaines et européennes, car les groupes armés ne cessent de s'aimer la terreur et la désolation dans cette partie du pays qui est en proie aux violences depuis plus de 2 décennies. Pour parvenir à une désescalade, les participants au mini-sommet de Luanda ont décidé de la cessation des attaques du mouvement terroriste M23 contre les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO, mais aussi du retrait de ces mouvements rebelles des zones conquises pour regagner ses positions initiales. Tandis que la force régionale est-africaine poursuivra son déploiement dans cette partie du pays. De son côté, le Parlement européen encourage le Rwanda à ne pas continuer à soutenir le mouvement rebelle M23 et demande à l'Union européenne et aux autres partenaires internationaux d'apporter une aide humanitaire destinée à la région où sévit l'insécurité en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, ce dossier fera l'objet de votre émission Géopresse que j'ai l'honneur de vous présenter. Tout en vous souhaitant la bienvenue. Je ne serai pas seul pour parler de ces sujets. Je reçois de journalistes. J'ai à ma droite Dieudonné Boinali, journaliste au groupe de presse Géopolis Forum, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Jojo Moulamba, bonsoir à mon co-débatteur Fiston Leko et bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs qui vont certainement nous suivre ce soir. Merci et Fiston Leko, c'est à moi aussi de vous saluer. Je signale que vous êtes journaliste au groupe de presse Géopolis Forum. Bonsoir. Bonsoir Jojo Moulamba, bonsoir à monsieur Dieudonné Boinali. Merci donc de vous avoir sur ces plateaux pour parler de ces sujets qui défraient la chronique, qui préoccupent, comme je l'ai annoncé, non seulement le gouvernement congolais, mais aussi d'autres organisations internationales. Je commence avec vous, Dieudonné Boinali. Vous avez suivi les conclusions du mini-sommet de Luanda auquel le président burundais Evariste Ndayishimiye a participé, également le président Félix Tshisekedi, le ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda, qui représentait son président Paul Kagame. Il y a également l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, le facilitateur du conflit de négociation du conflit qui concerne le conflit entre la RDC et le Rwanda. Vous avez suivi les conclusions. Quelle est votre lecture, pour ne pas parler de vos réactions? Bon, j'ai suivi ces conclusions. J'ai lu la déclaration du premier mot jusqu'au dernier. Et d'abord, je vais dire c'est un cadeau de Noël donné à la population congolaise parce que tout le monde s'est demandé va-t-on fêter les festivités de fin d'année avec cette guerre qui a été déclenchée depuis Bunagana. L'opinion se demandait aussi, va-t-on fêter les festivités de fin d'année sans cette partie de la République? Et ajouté à cela, vous avez la Coupe du Monde. Certaines personnes, même une certaine presse commençait à dire que Kinshasa a oublié l'Est de la République. Tel n'a pas été le cas. Pendant que nous continuons à écrire des articles, à faire des reportages sur Bunagana, et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'infatigable, a continué à travailler sur le plan diplomatique. Il a continué à mobiliser les troupes, les forces armées de la République démocratique du Congo et de la police. Il a continué à pousser le gouvernement à donner des moyens à nos vaillants soldats pour que la guerre ne puisse pas arriver jusqu'aux portes de Goma. Parce que c'était ça l'objectif du mouvement rebelle, selon certains, terroriste selon la position officielle. Le mouvement terroriste M23 voulait prendre Goma avant la reprise des pourparlers de Nairobi, afin de mettre le gouvernement congolais devant un fait accompli. Maintenant, on peut dire que voilà. ça reste une illusion. Ça reste une illusion, cela n'est pas arrivé. Et nous félicitons nos vaillants soldats. Nous commençons par les premiers des soldats, les commandants suprêmes.
c'est aussi un militaire. Quand vous appelle commandant suprême, c'est-à-dire vous êtes revêtu de la casquette des militaires. Nous félicitons le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, l'état-major général de l'armée, le ministère de la Défense, les premiers ministres et tous les autres membres du gouvernement, les dignes fils du pays, qui ont travaillé pour que les Goma ne puissent pas tomber. Je n'ai pas oublié les ministres des Affaires étrangères, parce que c'était ça l'objectif des rebelles. Prendre Goma et pousser la population à manifester. La population allait manifester contre son gouvernement. Ça allait créer la clameur publique, des mouvements de contestation, affaiblir le gouvernement. Et puis quand nous allons nous retrouver devant les négociations, nous allons poser les mêmes conditions que nous avons toujours posées, nous les M23, c'est-à-dire intégration dans l'armée, brassage. Imposer un dialogue selon les formats M23. Les cahiers de charges de leur soutien. C'est un dialogue selon les formats M23. Et le gouvernement allait être dans une position de faiblesse et allait accepter tout. Et nous allons revenir encore dans les mêmes cercles vicieux, éternel recommencement, mixage, brassage, nomination d'un parvenu au rang de général, et puis demain contestation, 5 ans après, on revient à la case de départ. Heureusement, le chef de l'État a dit cette fois-ci, il n'y aura pas de négociation, cette fois-ci, il n'y aura pas brassage et mixage. Nous allons poursuivre avec la voie diplomatique. Au même moment, nous sommes en train de nous organiser comme pays, comme État, comme armée, afin de défendre notre intégrité territoriale. C'est ce qui est arrivé. Je peux dire que c'est une victoire diplomatique. Oui, c'est une victoire pour Kinshasa et surtout une réponse à ceux qui disaient qu'on ne peut pas mettre la guerre par la voie de fin à la guerre, ni obtenir un cessez-le-feu par la voie diplomatique. Et voilà, nous avons obtenu un cessez-le-feu par la voie diplomatique. Oui, fin des hostilités. Fiston Leko, un cadeau de Noël pour le peuple congolais qui n'attendait pas voir la RDC pouvoir imposer un cessez-le-feu à travers la médiation de l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta. Et d'ailleurs, il faut aussi évoquer le président angolais Joao Lorenzo, qui est arrivé même à effectuer un déplacement ici à Kinshasa dans le cadre de cette situation. Ouais. Et maintenant, c'était le président Félix Tshisekedi qui a fait le déplacement comme prévu à Luanda. Ouais. On attendait voir même le président Kagame à ses mini-sommets. Il n'y était pas. Il a été représenté par son ministre des Affaires étrangères. Et finalement, on a eu ses conclusions. C'est un cadeau. Vous partagez le même point de vue? Non, je ne partagerai pas ces mêmes avis que mon estimé confrère Dieudonné Boinali, malheureusement. Justement parce que vous savez, il y a une réalité dans la politique, mais aussi dans les relations internationales. Vous savez, entre États, surtout dans des questions de conflits, parce que nous sommes de plein pied dans un conflit ouvert entre la RDC et le Rwanda, mais qui opère sous couvert du M23. Et là, c'est le réalisme qui joue. Ici, nous sommes dans une posture un peu beaucoup plus idéaliste. Quand vous voyez les textes, les résolutions, encore, il faut dire que ce n'est pas un accord, c'est justement un communiqué final d'une rencontre qui a eu lieu au Luanda. Bon, moi, quand j'ai lu ce communiqué final, j'avais pas eu l'idée, ou soit il m'est pas venu à l'esprit de penser que c'était un cadeau de Noël. Moi, je suis plutôt resté un peu beaucoup plus attentif de voir ce qui va se passer réellement sur terrain, parce que vous savez, on ne peut pas dire que les négociations, ou pas les négociations, les rencontres internationales pour résoudre des crises comme celle que nous connaissons ici en République démocratique du Congo est exclue. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des rencontres au moment où il y avait vraiment ça surchauffait au niveau des théâtres des opérations. Donc c'est vraiment à saluer. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, quand je lis les résolutions, je suis un peu resté à ma faim. D'un côté, de l'autre côté, il y a aussi des avancées à saluer. Bon, je suis resté à ma faim justement parce que jusque-là, la communauté internationale en général, mais aussi les organisations sous-régionales, les organisations internationales sous-régionales, n'arrivent pas à désigner le Rwanda comme l'agresseur de la RDC jusque-là. Ça, c'est un point. Et un autre point, il faut dire qu'il y a beaucoup d'hérédits. Il y a beaucoup d'hérédits. Toujours, si vous voyez dans toutes les conclusions, si vous voyez dans toutes les résolutions, il y a toujours cessation immédiate des hostilités, cessation immédiate d'occupation, soit les retraits
des localités occupées, mais sur terrain, il n'y a rien n'est fait. Bon, là, justement, je vais passer directement au point positif de ces résolutions. C'est qu'il y a des temps, il y a le facteur temps qui a intervenu. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on a mis justement un ultimatum. Géopolis a même titré M23, le jour J. C'est-à-dire que le vendredi hier, c'est le jour J. Ce que nous voulons voir, c'est est-ce que les hostilités vont cesser. Et si les hostilités ne cessent pas du M23 à l'encontre des FARDC et la MONUSCO, qu'est-ce qui va se passer? Tous les Congolais maintenant sont curieux de voir ce qui va se passer sur le théâtre des opérations. Encore faut dire que le président de la République, lorsqu'il a participé au 66e, si je m'abuse, Assemblée générale des Nations Unies, dans une interview avec les journalistes des médias mondes, le président de la République a dit clairement que les forces du Kenya entreront par Bunagana. Tout le monde a des vidéos, même dans les téléphones ou les ordinateurs, ce qui n'est pas le cas. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? On ne nous a pas dit qu'est-ce qui se passe, qui a informé le président de la République qu'ils vont entrer par Bunagana pour mettre fin directement à ça. On a vu aujourd'hui, on a proposé une recette qui, je ne dis pas que c'est pas aussi négatif ou mauvais que ça, c'est une avancée que de pouvoir se retrouver. Aussi, il faut dire que il y a eu un point qui est aussi pas tellement négatif, mais l'absence de monsieur Paul Kagame fait craindre aussi un tout petit peu. Vous savez, dans les relations internationales, tout comportement a une signification. D'ailleurs, nous, en communication, on dit on ne peut pas ne pas se comporter, on ne peut pas ne pas communiquer parce qu'on ne peut pas ne pas se comporter. Donc, chaque comportement a une signification. Alors, il faut savoir quel est le message de Paul Kagame. Est-ce que ce qui est décidé représenté par son ministre des Affaires étrangères, est-ce que ce qui est décidé à Luanda ne l'intéresse pas, mais il y a quand même quelqu'un qui l'a représenté, donc il engage la nation rwandaise. Donc moi, personnellement, je ne peux pas dire que c'est un cadeau pour conclure, c'est un cadeau de Noël, mais je reste vraiment à ma faim, à ma soif, pour voir ce qui va se passer réellement dans le terrain, parce que moi je crois que Paul Kagame à ce stade, le Rwanda ou soit le M23, n'entend pas vraiment avec... Il avait d'ailleurs promis au président, à l'ancien président kenyan, Kenyatta, qu'il participerait à contribuer, qui va participer à contribuer. Ce n'est pas la première fois. Vous savez qu'avec la force... Il joue à la ruse. La force de l'East African Community, il avait proposé même d'intervenir comme parmi les contingents pour éradiquer. La RDC a refusé. Il est dans sa posture de nier les faits, dans la négation en fait. Tellement qu'il est dans la négation, il ne peut pas ne pas dire que je ne viendrai pas au Congo pour essayer un peu de trouver la solution militairement à cette question. Donc ça, ce sont des leurres, moi je peux l'appeler comme ça, ce sont des leurres. Moi je veux qu'il y a des avancées sur terrain parce qu'il y a des problèmes sérieux. Les populations, il y a certaines personnes qui ont fait des mois, qui ne passent pas la nuit sur leur toit. Ce sont des problèmes réels. Nous sommes à Kinshasa, peut-être qu'on ne le sent pas. Ce sont des problèmes réels. Moi je veux voir... Vraiment, je suis un peu réaliste des actions par rapport à ça. Oui. Nous allons revenir sur cet aspect humanitaire. Mais je voudrais rappeler que l'objectif principal de ces mini-sommets de Luanda était d'établir le calendrier de mise en œuvre des actions prioritaires en vue d'une part de la cessation des hostilités et du retrait immédiat du M23 des localités congolaises occupées et d'autre part de la coordination de processus de Luanda et de Nairobi. L'objectif a été atteint puisque un calendrier a été établi à partir du vendredi 25 novembre. Les M23 devaient arrêter les attaques contre les FARDC et la MONUSCO. Et puis, en cas maintenant de refus, la force d'intervention, la force régionale va intervenir pour neutraliser les M23. Dieudonné Bouanali. Merci pour la question. Permettez-moi de rebondir un peu sur ce que mon confrère a dit tout à l'heure. Paul Kagame, s'il n'est pas venu, il n'y a pas à s'inquiéter. Quand nous interrogeons l'histoire, dans l'histoire des guerres, vous allez voir que les guerres se terminent toujours soit par la capitulation, soit un drapeau blanc, vous abandonnez, vous n'avez plus les moyens, humains, matériels, financiers de continuer la guerre.
Les guerres se terminent aussi par des négociations. Les guerres se terminent aussi par des déclarations, des communiqués finaux. Les guerres se terminent aussi par des signatures des accords. Moi, l'absence de Paul Kagame à Luanda ne m'inquiète pas. Pourquoi? Si nous voyons bien son agenda, la veille, Paul Kagame a participé au sommet du G20. Il a été invité. Tout le monde s'est interrogé pourquoi. Tel n'est pas le débat du jour. Après ce sommet du G20, Paul Kagame a participé, je pense, au sommet, à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Il était là. Notre président n'était pas là. La République démocratique du Congo a été représentée par le Premier ministre Sama Lukonde. Il avait un agenda très chargé. L'autre problème, combien d'accords ont été signés par Paul Kagame? Physiquement, en personne, lui-même, il était présent. Mais ça n'a jamais été respecté. Cela ne veut pas dire que si il avait participé au sommet de Luanda, que ces accords allaient être respectés, on allait respecter les calendriers. Le problème se situe ailleurs concernant la justification de son absence. Vous savez, parmi les forces qui ont été invitées de l'EAC, on n'a pas mis sur la liste l'armée rwandaise. Parce qu'elle allait être jugée partie. Comment votre pays est cité comme un soutien pour les mouvements rebelles M23, et puis le même pays est invité à la fête pour venir mettre fin à la crise sécuritaire à l'Est. Les chefs d'État des autres pays avaient trouvé juste, c'est une solution de sagesse. Il ne faut pas inviter les Rwandais parmi les contingents qui doivent partir de cette force. Ce n'est que normal. Et cette situation ne fait pas plaisir à Kigali. Ça, c'est la première raison de l'absence de Paul Kagame. La deuxième raison, l'EAC a imposé un agenda à Kigali. Mais ce qui est aussi bizarre, excusez-moi, vous allez revenir. Mais si vous avez suivi le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, lui, il était pour les dialogues entre le gouvernement congolais et les M23. Vous allez continuer. Ouais. Ce qui est aussi bizarre, les Rwandais nient qu'il soutient le M23, mais lorsqu'il s'agit de discussions autour de ces conflits, il se présente. Il se présente et il défend même la cause des rebelles. C'est là où il y a l'amalgame autour de la position de Kigali. Entre-temps, Kigali demande le dialogue entre le gouvernement congolais et l'M23, disant que non, c'est une affaire congolo-congolaise, mais sur le terrain, preuve à l'appui, il y a les images de drones, il y a des images de forces des Nations Unies et qui prouvent à suffisance, même des rapports des experts qui prouvent à suffisance que il y a les militaires rwandais qui sont aux côtés des rebelles du M23, dont les troupes, selon les rapports officiels, ne dépasseraient même pas 200 hommes. Donc, aux côtés du M23, il y a des troupes rwandaises. C'est pour cela que vous avez vu dans les communiqués finaux de Luanda, on a demandé le désarmement du M23 et leur cantonnement. Parce que tout le monde sait que ces militaires ne sont pas nombreux. C'est possible de les désarmer, de les cantonner et de les amener à la vie civile. La réinsertion à la vie civile. Pour ceux qui veulent continuer l'armée, et on va trouver des mécanismes pour voir comment les intégrer dans l'armée, mais pas les mixages et les brassages et les laisser dans la même partie est du pays. On peut les envoyer même ailleurs. Mais les gens se posent la question, on va les cantonner où? Fiston Leko. Mais dans les communiqués, on a bien précisé l'endroit où ils seront cantonnés. À Sabinho, là-bas dans les monts c'est quoi là? Et là-bas au nord Kivu. Donc c'est ça le problème, le fait. Ils seront cantonnés. Et ça, on a donné justement un délai pour ça. Les M23 seront cantonnés. Mais si, moi, la question que je me pose, c'est que si tout cela n'arrive pas, qu'est-ce qui va se passer? On parle de la force de l'EAC qui va intervenir. Qui doit intervenir en cas de refus. En cas de refus, qui va intervenir. Appliquer des forces, ces calendriers. Militairement. Moi, je pense que ces résolutions-là, il fallait aussi qu'il y ait aussi une assertion, surtout sur le plan
moi je pense que, écoutez, j'ai comment sur le plan opérationnel, oui, on devait aussi préciser certaines choses telles que à un moment donné, il faut que la RDC soit aussi capable de pouvoir promouvoir ce qu'il veut au niveau de la communauté internationale, au niveau des organisations, par exemple, sous-régionales. La RDC a aussi un autre problème. D'un côté, il y a cet armement du M23 qu'on ne sait pas d'où est-ce que ce groupe armé est armé. De l'autre côté, lui-même aussi a les mains serrées. Elle-même, la RDC a les mains serrées. Elle ne peut pas acheter des armes. On a parlé dernièrement ici, le VPM, le Tundu a parlé qu'il y avait même une cargaison qui venait avec des munitions qui venaient vers la RDC. Et on a dit qu'il ne peut pas venir à la RDC. Ce sont des questions aussi qui doivent être figurées. Parce que quand vous voyez l'intitulé même du mini-sommet, c'est un mini-sommet pour la question de la sécurisation de la RDC. Pour préserver notre intégrité territoriale, nous devons aussi nous armer. Donc, ce sont des questions aussi qui doivent avoir lieu dans les discussions de Luanda. Pourquoi pas? Parce qu'on parle, M. Moulamba a dit que l'objectif c'était aussi de pouvoir coordonner les opérations entre le processus de Nairobi et de Luanda. C'est quand même une synergie de la part de la RDC, parce qu'on parle de la RDC en tête c'est quand même une occasion aussi pour la RDC de pouvoir prévoir aussi ces besoins-là, de pouvoir s'armer. Mais aussi savoir, ça c'est peut-être interne à la RDC. La RDC doit aussi travailler, bien qu'on n'a pas, aujourd'hui on peut dire qu'on n'a pas la force d'éradiquer ou soit de mettre hors d'état de nuire ces forces négatives. Mais la RDC doit aussi travailler en intelligence, avec les services d'intelligence, pour savoir comment est-ce que ces groupes M23 s'arment. Ce sont quand même des questions fondamentales que la RDC doit aussi travailler en interne. Et de l'autre côté, comme je l'ai dit tantôt... Le secrétaire général des Nations Unies parle de quelque part. C'est que le gouvernement congolais devait quand même aussi savoir d'où vient l'armement lourd que possède le M23. Cette question, je pense que ça ne pouvait pas être posée au niveau de l'EAC, parce que c'est la compétence des Nations Unies. Je comprends les soucis de mon compatriote. Je comprends les soucis de mon compatriote, l'excellent journaliste Fiston Leko. Il a voulu dire l'EAC devait faire les plaidoyers. Aussi. Au sein, même à travers ses communiqués finaux, faire un plaidoyer pour qu'on puisse autoriser, lever cet embargo qui ne dit pas son nom. Je vous renseigne, je pense que vous êtes informé. Le Conseil de sécurité dit être prêt à lever des mesures sur le régime de notification d'achat d'armes en RDC. C'est une bonne nouvelle, mais qu'on passe à l'acte. Mais je voulais dire une chose. J'ai aimé aussi la présence de l'ancien président Kenya à Luanda, voulais-je dire. Pourquoi? Chez nous au Congo, nous avons certains compatriotes qui ont une mauvaise habitude, une mauvaise façon un peu d'analyser les faits politiques. Vous voyez ce qui se passe au Kenya actuellement. Vous avez un nouveau président Ruto, vous avez l'ancien président Kenyatta, mais le président n'a pas encore fait 100 jours au pouvoir. Sur sa table, après avoir prêté serment, dès qu'il a commencé à travailler, il y a un grand dossier, la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, qui menace même les intérêts kenyans au pays de Lumumba. Qu'est-ce qu'il a fait? Sur cette question, il s'est appuyé sur son prédécesseur. Il a invité son prédécesseur pour chercher des voies et moyens de ramener la paix à l'Est. Mais si c'était chez nous ici, le président Tshisekedi invite Joseph Kabila, certaines mauvaises langues allaient dire « Oh non, c'est Kabila qui gouverne. » Mais j'aurais aimé un Kenya dise aussi la même chose, c'est Kenyatta qui gouverne. Mais tel n'est pas le cas. Vous avez vu, Kenyatta s'est investi, l'ancien président, même le nouveau, pour que la paix revienne à l'Est de la République démocratique du Congo. Je parlais tout à l'heure de l'absence de Kagame. Vous savez que dans les communiqués finaux, on a parlé de 60 jours. Il faut 60 jours pour la reprise du dialogue entre Kinshasa et Kigali, afin de lever les mesures qui ont été prises de part et d'autre. Là, je vais aborder d'abord les mesures prises par Kinshasa. On a suspendu les vols de Rwandais, on a suspendu les accords commerciaux et économiques. On soupçonne qu'il y a des vols rwandais. Les soupçons ne sont pas des vérités. On a suspendu les accords économiques
et commerciaux entre Kigali et Kinshasa. Et c'est un coup dur pour l'économie rwandaise. Et dans les communiqués finaux, quand vous les lisez, on dit il faut au moins 60 jours pour la reprise de la coopération bilatérale entre les deux pays. C'est aussi une question qui fâche. À Luanda, on n'a pas défendu les intérêts du Rwanda. C'est ce qui justifie aussi l'absence de Kagame. On a pensé d'abord la paix d'abord. Il y a des gens qui meurent. Si vous voyez les images, des vidéos, Kenyatta a été lui-même sur le terrain. Il a même parlé en Swahili. Il a dit, j'ai vu des personnes de troisième âge porter des charges dépassant leur capacité physique en train de fuir la guerre. J'ai vu des enfants de moins de 10 ans transportant des charges dépassant leur capacité physique en train de fuir la guerre sous la saison des pluies. Voilà, c'est ça. Donc, en tant que parent, c'est aussi un parent, un ancien dirigeant au Kenya. Il connaît bien la question de sécurité à l'Est. Il a conseillé à tout le monde qu'on passe au cessez-le-feu, qu'on mette d'abord fin à la crise pour permettre à ces populations de regagner leur domicile. Le reste, nous allons voir après. Même s'il n'y a pas moyen de faire écouter les discours de dialogue, on va imposer la paix. C'est pour cela qu'on a préconisé toutes ces forces-là qui sont tentées de se déployer. Si les M23 ne respectent pas l'ultimatum qui a été donné, mais le communiqué a prévu des solutions. J'ai lu là-bas des résolutions, il y a jour J60 pour la reprise de la coopération entre la RDC et le Rwanda. Jour J 72 heures pour les M23 de se désarmer et de rejoindre Sabinho. Les liens indiqués là où on va les désarmer pour récupérer les armes et les cantonnements. Tout est prévu. Je n'ai jamais vu un communiqué aussi précis avec le nombre de jours pour chaque opération, pour chaque activité. Oui, et les sanctions qui sont prévues par les belligérants et en cas de non-respect. J'ai aimé aussi le fait que tout ne sera fait avec l'apport des FARDC. Vous allez voir, quand on parle de désarmement, ensuite les FARDC doivent être là. Et quand on parle du déploiement des contingents, les FARDC doivent être là. Oui, ça, j'ai aimé. On ne peut pas laisser cette partie de la République être gérée par les forces étrangères. Oui, Dieudonné Bouanali, ça c'est un élément très important. Vous avez évoqué l'ancien président Uhuru Kenyatta qui a été scandalisé par ce qui se passe dans cette partie du pays. On ne peut pas imaginer vraiment de vieilles mamans, d'enfants, de femmes enceintes, porter vraiment de charges qui dépassent même leur capacité physique. Ça, c'est triste. Donc, c'est pourquoi les participants au mini-sommet de Luanda n'ont géré que pour la cessation des hostilités, des attaques contre les FARDC. Puisque nous sommes tous les pays voisins de la RDC sont vraiment appelés à conjuguer un seul verbe, mettre fin à la guerre et prôner la paix, puisque la paix va profiter à tous. Il y a aussi le Parlement européen qui vient de prendre une résolution portant sur le déplacement forcé à la suite de l'escalade du conflit dans l'est de la RDC et encourage même le Rwanda à ne pas soutenir le mouvement rebelle M23. Fiston Leko. Oui, merci beaucoup pour cette question. C'est fondamental. Aujourd'hui, faut dire que sur le plan diplomatique, il y a des avancées. Et le Rwanda, aujourd'hui, se sent un tout petit peu acculé. Ils se sent un tout petit peu seul ou isolé, surtout par rapport à cette question de l'appui du M23, parce que ce n'est pas seulement la RDC, c'est pas seulement, bien qu'ici en Afrique, il y a beaucoup de réserves, mais au-delà de l'Afrique, il y a des États-Unis, vous avez cité là le communiqué, le document là de l'Union européenne. C'est-à-dire que nous allons vraiment, Paul Kagame va vraiment dos au mur, surtout sur le plan diplomatique. Et là, c'est très important. Beaucoup de gens attendaient une déclaration d'une organisation internationale. Déjà, l'État, comme un grand pays comme les États-Unis, l'a déjà fait à maintes reprises, même jusqu'au niveau de la représentation, de sa représentation au niveau de l'ONU, a fait des déclarations pour citer nommément le Rwanda. Et le Sénat américain a fait mêmement.
bien que à demi-mot, Anthony Blinken l'a fait aussi à demi-mot, mais c'est quand même très important sur le plan diplomatique. Là, il faut saluer des efforts qui ont été fournis ou qui sont aussi fournis jusque-là. C'est une vraiment bonne stratégie de la part du gouvernement pour avoir le soutien de tout le monde et essayer un tout petit peu de mettre, parce que vous savez, le discours du Rwanda depuis longtemps avec le Tutsi Power a été toujours écouté, et c'est un peu de changer les choses, changer les rapports de force, être écouté aujourd'hui à la place internationale, c'est vraiment très important. Revenons justement à cette question de humanitaire, et avec c'est vraiment très nécessaire, parce que vous savez, la situation sécuritaire partout dans le monde donne toujours lieu à des préoccupations humanitaires très 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 préoccupantes, permettez-moi la tautologie. Donc c'est très important qu'on essaie un tout petit peu de marteler sur ce point-là, bien qu'au niveau interne de la République démocratique du Congo, ça ne bouge pas trop. Mais ici aussi, il faut interpeller ce que moi je peux appeler l'hypocrisie de la communauté internationale. Quand vous voyez ce qui se passe peut-être en Ukraine, il y a vraiment une dynamique internationale qui naît et qui font qu'on soutient les populations ukrainiennes. Mais on a l'Union africaine aussi ici. On a l'Union africaine, mais il faut dire qu'est-ce qu'est l'Union africaine. On va pas aussi, c'est vraiment un autre débat. L'Union africaine elle-même est financée par l'Union européenne. Ça aussi c'est un problème. C'est vraiment un autre problème. Les cotisations. D'ailleurs, je suivais un jour comme ça, j'ai lisé un document un jour où on parlait, il n'y avait qu'autour de 15 ou 16 pays qui sont réguliers dans le financement, mais à quelle hauteur, à quel pourcentage, c'est vraiment un autre débat. Nous avons d'abord nous-mêmes en Afrique des problèmes de financement. Donc moi, j'appelle ici vraiment que le monde essaye un peu de voir aussi la question de la République démocratique du Congo avec un autre œil, parce que ailleurs ça va vite, mais chez nous c'est comme si on néglige, c'est comme si les vies au Congo ne comptaient pas, c'est comme si je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là pour que la voix de la RDC soit entendue, parce que il y a vraiment des sérieux problèmes humanitaires au niveau de l'Est du pays. Mais non seulement là, il y a aussi la question de Kwamut, et là aussi il y a eu des vrais problèmes au niveau de la crise humanitaire, les populations qui passent la nuit à la belle étoile, il y a d'autres qui n'ont pas de soins de santé, il y a d'autres qui n'ont pas même à manger. Il y a une délégation gouvernementale dans la province de Kwango, où là c'est vraiment un autre débat. Une aide. Les résultats, il faut souligner, mais il faut rappeler ici que mais des efforts sont faits, là il faut les saluer. Il faut les saluer. Dernièrement, le ministre des Affaires sociales a été pour des actions humanitaires, a été à Goma, au Nord Kivu, à la partie orientale du pays, pour apporter des vivres, pour apporter aussi une assistance. C'était aussi le cas il y a récemment pour Kwamut. Donc les efforts sont faits, mais il faut qu'il y ait aussi une dynamique internationale pour que les choses aillent bien, parce que, comme je l'ai dit, il y a des gens qui sont touchés de par leur chair. Vraiment, les gens sont touchés, et le Parlement européen vraiment est vivement très préoccupé par l'escalade de la violence et la dégradation de cette situation humanitaire, déjà vraiment alarmante dans le pays. Et il faut signaler d'ailleurs que, selon les estimations, 27 millions de Congolais ont besoin d'une aide humanitaire, et le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays soit en augmentation. Jusqu'à présent, 6 millions de Congolais sont déplacés, dont 515 000 ménages. C'est vraiment énorme. Il y a le Parlement européen qui demande même à l'Union européenne et aux autres partenaires internationaux d'apporter une aide à cette région. Dieudonné Bouanali, une aide humanitaire s'avère urgente. Oui, une aide humanitaire s'avère urgente. D'ailleurs, je me souviens, j'ai écrit un article Paris ce matin dans le journal Géopolis Hebdo. L'article concerne l'Alliance verte, qui a été lancée par 6 pays de l'Union européenne, dont la Belgique et la France, avec un budget de plus de 500 millions d'euros. Les pays européens ont décidé d'aider la République démocratique du Congo afin de faire face aux problèmes sécuritaires de l'Est, les problèmes du changement climatique, la déforestation et la protection de l'environnement. C'est un bon programme, c'est un bon projet, mais nous dénonçons les conditions qui suivent souvent qui précèdent souvent ce genre de projets.
Et vous allez voir, on vous promet 500 millions, mais c'est cet argent, ce sont les ONG européennes installées ici qui vont en bénéficier, les experts, les salaires pour la main-d'œuvre. Vous allez voir, plus de la moitié de cet argent va revenir à l'Europe. Et en fait, quand on va faire les constats sur le terrain, il n'y a aucun projet qui a été réalisé, il n'y a aucun impact sur le vécu quotidien de la population. Moi, j'aurais aimé que cette aide soit donnée au gouvernement, comme nous avons un gouvernement sérieux qui travaille, la preuve est là, qui peut douter encore de la bonne gouvernance du gouvernement Sama Lukonde des Warriors. Ils ont trouvé le budget du pays à quel niveau? Moins de 8 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous avons 14 milliards de dollars. Pas oublier. L'embellie. Non, il n'y a pas seulement l'embellie, il y a aussi la fiscalité. Les régies financières, la DGDA, la DGI et puis la DGRAD sont pour beaucoup dans ces recettes. Il n'y a pas seulement l'embellie. Vous avez des facteurs, l'embellie bien sûr des matières premières sur le plan international, comme notre économie est tributaire des matières premières. Vous avez aussi les recettes des régies financières qui ont augmenté. Vous avez aussi l'excellent travail fait par Gilles Alinguette avec l'inspection générale des finances. Je reconnais en vous, je reconnais en vous les compétences économiques. Il faut reconnaître. Nous allons, l'émission touche à sa fin. C'est une bonne chose. Je reviens à l'Union européenne. C'est une bonne chose. Je l'espère. Ça va ramener la paix à l'Est. Vous avez dit notre havre de paix. Parce que nous avons besoin aussi de l'argent du tourisme. La guerre qui se vit actuellement à l'est de la République démocratique du Congo nous empêche de développer notre potentiel touristique. Nous avons des parcs, le parc de Virunga, les plus vieux, les tout premiers parcs du pays. Vous avez le parc de Kaouzi-Biega et il y a d'autres parcs et des réserves naturelles qu'on trouve à l'est. Nous devons développer aussi notre potentiel touristique. Ça va nous permettre aussi de booster notre budget, de dépasser même les 14 milliards, d'arriver à 20-25 milliards. Bref, la paix, c'est un facteur du développement. Nous devons soutenir toutes les initiatives de paix venant de part et d'autre. Nous continuons à soutenir notre armée. Nous devons soutenir aussi les premiers citoyens de la République. Il ne faut pas l'abandonner et surtout prier pour lui. Nous sommes un pays à 80% chrétien. Nous devons prier aussi pour notre président de la République. Parce que c'est la toute première fois qu'on a quelqu'un qui se soucie du vécu quotidien de la population. Il ne se refait pas rencontrer ce qui se passe à la cité. C'est un Quinois. Merci, mot, je crois. Vous n'aurez pas votre dernier mot. Moi, ce que je peux dire, c'est que, s'il vous plaît, même 10 secondes, c'est bien, on voit la montée surtout des actions diplomatiques, mais la RDC, on ne le dira jamais assez, nous devons développer notre capacité à vraiment préserver notre intégrité territoriale. C'est très important. Il faut que nous développions aussi notre capacité de dissuasion. C'est très important. On ne va pas seulement dormir sur l'oreiller de la communauté internationale, de l'EAC. Accepter aussi qu'une guerre peut se terminer par un communiqué. De Luanda ou quoi. Non, il faut aussi développer des capacités internes pour que nous soyons aussi un pays craint comme d'autres pays dans la sous-région, mais aussi comment on peut expliquer que dans l'Afrique centrale, c'est l'Angola qui est le pays le plus fort en termes de l'armement, en termes de l'armée. Qui n'a pas voulu aussi envoyer son contingent. Voilà. Donc, nous devons aussi être forts. Il n'est pas membre de l'EAC. Non, pas seulement dans le cas de l'EAC. Oui, mais aujourd'hui, l'Angola, son pétrole est protégé, son diamant est protégé. Ce n'est pas comme c'était il y a 15 ans. Donc, nous devons aussi travailler pour que nous arrivions à ce niveau-là. Ok, merci. C'est par cette note que nous allons mettre fin à votre émission Géopresse qui s'est intéressée essentiellement sur les conclusions du mini-sommet de Luanda. Les participants à ces mini-sommets ont décidé de la cessation des attaques du mouvement rebelle M23 contre le FARDC et la MONUSCO et puis du retrait de ces mêmes mouvements de zones conquises pour regagner ses positions initiales. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Je vais aussi aux deux invités, Dieudonné Boinali et
Fiston Oleko pour plaisir de leur partager. passage Merci. et leur réflexion, analyse au cours de cette émission. Merci aussi à l'équipe technique, Giscard Ntamba, Ene Kabamba, pour la réalisation. Retrouvons-nous très prochainement. Continuez à suivre Géopolis Télévision. L'information continue également sur www.geopolismagazine.net et son compte YouTube Géopolis TV. Jusqu'à